J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Emmanuel Nave, DRH de Mutued Assistance, filiale de Groupama, et c'est là depuis 2016. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de Mutued? Alors Mutued, donc vous l'avez dit, c'est la filiale d'assistance de Groupama qui est spécialisée dans l'assistance aux personnes, que ce soit à domicile ou en voyage à l'étranger ou en déplacement en France. Plus concrètement, ça veut dire qu'on fait ce qui est l'assistance automobile, ce que vous connaissez quand vous tombez en panne au bord de l'autoroute. On preste pour votre assureur automobile et c'est nous qui allons vous envoyer une dépanneuse, un taxi, etc. Nous faisons également l'assistance qu'on appelle voyage, c'est-à-dire lorsque vous êtes à l'étranger. Et là, c'est adossé en général à votre assurance carte bancaire pour pouvoir vous rapatrier si vous avez un souci sur place ou vous accompagner dans vos démarches médicales. Et enfin, l'assistance à domicile, c'est là, en général, dans vos garanties d'assurance habitation, par exemple, ou garantie des accidents de la vie, pour, par exemple, un retour d'hospitalisation ou la mise en place d'un service à la personne comme du ménage ou d'autres prestations. Donc vous êtes un peu nos sauveurs, hein. C'est l'appel à un ami quand on a un grand Oui, problème. mais c'est très important que vous disiez ça parce que c'est vraiment ce qui marque nos métiers et ce qui marque nos salariés dans leur mission et c'est ce qu'ils apprécient dans leur métier. On n'est pas juste un call center à passer des appels, ils sont vraiment dans une mission d'aide, d'accompagnement et ça peut être parfois difficile, dans des situations difficiles, mais aussi extrêmement gratifiant. Donc Et il y c'est a un métier aussi de très la technique. réassurance. Oui, Oui, bien c'est sûr. ça. Vous avez combien d'employés chez Mutued? On est entre 700 et 800. Avec une part non négligeable de saisonniers tous les ans, puisqu'il y a une saison d'été particulière pour les déplacements, soit à l'étranger, bon, en soi, c'est un peu compliqué, mais à l'étranger ou en France. Donc, on recrute jusqu'à 150 saisonniers l'été pour venir nous prêter main forte. Super, très bien. Donc vous arrivez chez Mutued en 2016, c'est bien ça? Alors quand vous arrivez, c'est quoi les principaux défis de l'entreprise que vous voyez? Alors, les principaux défis, c'est l'avènement de la digitalisation des métiers de l'assistance, qui sont majeurs en ce moment, et ce pour tous les métiers de l'assistance, toutes les entreprises d'assistance en France. Digitalisation des process, des parcours aussi, ce qui veut dire se doter aussi de nouveaux outils informatiques, de nouveaux moyens de travailler. Voilà, donc on avait ça devant nous à Mutued, c'était encore en balbutiement, mais pas vraiment lancé. Et donc on avait des chantiers très importants sur tous les métiers, que ce soit des métiers informatiques, contrôle de gestion, organisation, bien sûr ressources humaines, mais également développement commercial pour la refonte de nos offres en lien avec ces parcours digitalisés. Donc c'est une transformation digitale en profondeur. C'est intéressant parce qu'on parle souvent du rôle des ressources humaines dans cette transformation. Alors vous, en arrivant, quel rôle avez-vous pris en tant que DRH? Effectivement, très rapidement, j'ai été missionnée sur l'accompagnement de cette transformation en interne, puisque Mutued, lorsque j'y suis arrivée en 2016, d'ailleurs en même temps que le nouveau directeur général, était dans une culture plutôt des décennies précédentes, c'est-à-dire une culture assez descendante, organisée en silos, assez hiérarchique. Donc, un mode de fonctionnement qui a pu faire ses preuves dans le passé, mais qui correspondait plus aux attentes d'une part des collaborateurs, des attentes grandissantes aujourd'hui, mais qui correspondait pas non plus aux enjeux qu'on avait à relever, puisque sur tous ces enjeux de transformation, il fallait absolument qu'on travaille en mode transversal. Voilà. Oui. Et donc j'ai porté, bien sûr je ne l'ai pas faite seule, mais j'ai porté cette transformation de la culture managériale. Je dirais qu'elle s'est faite sur du long terme. On en a vraiment vu l'aboutissement, je dirais, il y a un an à peu près, en janvier 2020, où on s'est rendu compte au dernier séminaire managérial que waouh, ça y est, on y était arrivé, voilà. Mais ça a été un chemin vraiment de 3 ans, parce que faire changer les cultures, les pratiques, ça prend du temps. Voilà, je dirais que pour mener cette transformation, on avait besoin d'apporter dans nos pratiques plus d'agilité, plus de partage,
mais aussi de s'ouvrir à la créativité et en particulier à l'intelligence collective. Pour donner un exemple, on s'est beaucoup appuyé dans tous nos projets de transformation sur la participation des collaborateurs eux-mêmes. Quand on a créé le parcours DigiCar, qui est la digitalisation du parcours dans l'assistance automobile, on a travaillé en mode projet avec des ateliers et c'est les collaborateurs eux-mêmes chargés d'assistance à l'automobile qui ont dessiné le parcours de nos clients, puisque c'est eux qui connaissent le mieux le quotidien et les métiers. Voilà. Donc, ce qui voulait dire pour nous, aller vers une culture managériale faite de confiance et surtout d'une forte coopération. Ce qui était peu vécu auparavant au sein de Mutued. Parce qu'avant, j'imagine bien, dans les grandes structures de ce type-là, donc c'est plutôt une organisation pyramidale. Donc bien sûr, voilà, on s'assure que le travail qui est à faire, il est fait de cette manière-là, donc un peu culture top-down, hein, qu'on a encore toujours dans les grandes entreprises. Donc maintenant, quand vous avez dit aller vers l'agilité, partage, créativité, c'est justement ce changement aussi managérial. Et comment vous y êtes prise? Oui, alors avant, je voudrais rebondir sur cet aspect de structure pyramidale. Notre objectif, c'était pas d'aller vers une structure complètement éclatée ou les modèles de l'entreprise libérée. On a gardé notre organisation pyramidale, on est toujours organisé de cette manière-là. Voilà. En revanche, on a introduit beaucoup de liberté dans les échanges et dans les modes de travail. Ok, j'ai une hiérarchie avec une ligne hiérarchique. Mais en tant que salarié, je peux être amené à travailler sur des projets transverses, à être en échange avec d'autres services. Je peux aussi faire part de mes idées d'amélioration. Je peux prendre des initiatives et les proposer. Voilà, donc je dirais qu'on a assoupli grandement cette structure. Alors la manière dont on s'y est pris, on a quand même passé du temps avec le directeur général et le comité de direction à réfléchir à notre vision et à la manière de structurer notre vision pour une mise en action. Voilà. Et ce qu'on a structuré, c'est donc un programme d'accompagnement managérial basé sur 3 valeurs qui ont été partagées avec les managers dès le séminaire managérial de janvier 2017, qui sont le sens, la bienveillance et la confiance. Voilà. En tant que manager, je donne du sens à l'action. Je suis bienveillant, ce qui veut dire droit à l'erreur, accompagnement de chacun en management individualisé et bien sûr confiance, c'est-à-dire s'ouvrir à la délégation et au fait qu'en tant que manager, je ne maîtrise pas forcément tout. Donc il y avait ces 3 valeurs-là et ensuite on a défini 3 zones d'action qui sont interdépendantes dans notre programme. La première zone, c'est une zone bien sûr d'accompagnement et de soutien pour nos managers par le parcours de formation, des propositions de coaching, de co-développement. Voilà. Oui. La deuxième zone, c'est une zone de liberté, c'est-à-dire d'expérimentation. À partir du moment où on a fixé un cadre, qui sont les 3 valeurs, on a dit aux managers, allez-y si vous avez envie de tester des innovations managériales, il y en a plein. Hein. Si vous avez envie de tester quelque chose dont vous entendez parler, par exemple le management visuel, etc., mettez-le en place. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'en faire profiter vos collègues. Donc une zone de liberté, d'expérimentation, mais aussi de partage des pratiques. Voilà. Et la troisième zone, c'est celle du socle de rituels managériaux. Donc là, ça a été de définir des pratiques communes à toute l'entreprise. Chaque service, chaque manager doit avoir mis des rituels managériaux, avec sa personnalité, avec sa patte, mais ces rituels, on les a définis. Il y en avait 3 au début, c'est-à-dire le point de suivi individuel mensuel. Tous les mois, chaque collaborateur a un point de suivi avec son manager. Le lancement de semaine dans chaque équipe. Dans mon service aux ressources humaines, il s'appelle le morning meeting, c'est tous les mardis matins à 9h. On fait, en général, c'est debout quand on est sur site. Debout, 20 minutes, et puis on se donne les actualités des différents pôles RH. Et le troisième rituel, c'est la réunion de service plus formelle, à fréquence plutôt trimestrielle, où là, on va travailler des sujets de fond ensemble. Et depuis cette année, on y a ajouté, on est en train de travailler sur l'ajout d'un 4e rituel, qui est moins un moment qu'une habitude, qui est le feedback managérial. Oui. Voilà. Et on travaille sur le feedback dans les 2 sens, c'est-à-dire aussi bien le feedback du manager sur la performance, les compétences du collaborateur, mais aussi on fait du feedback inversé. Pour la première année, cette année, on l'a introduit dans notre entretien annuel avec cette question. Moi, en tant que salarié,
je demande à mon manager ce que je souhaite qu'il continue dans son management avec moi, ce que je souhaite qu'il arrête et ce que je souhaite qu'il commence. Voilà, pour adapter son management à ce dont moi j'ai besoin. Très Voilà, bien. et puis en filigrane de ces 3 zones, bien sûr, une animation de cette communauté managériale avec des moments de rencontre, des moments de partage formels, informels, avec des newsletters, avec aussi des conférences avec des personnes inspirantes sur différentes thématiques. Très bien. Alors, il y a énormément d'éléments. J'en ai noté quelques-uns qui m'intéressent particulièrement, donc on peut peut-être s'arrêter sur quelques-uns. J'ai bien aimé ces 3 mots, sens, bienveillance et confiance. Donc, au départ, quand vous avez proposé ces 3 valeurs, en quelque sorte, au manager, est-ce que c'était justement au moment où vous avez créé ce séminaire de management qui a marqué un peu le début de ce programme? C'était à ce moment-là? C'était à ce moment-là. Alors, je dirais que c'est des valeurs qui étaient plutôt portées par la vision du directeur général, Mhm. donc qui ont été proposées aux managers cette année-là, qui ont récolté de l'adhésion. Et je pense que 3 ans après, on peut vraiment se dire que l'ensemble des managers ont vraiment non seulement intégré, mais sont même très impliqués, se sont appropriés ces valeurs-là et y adhèrent. Après, c'est vrai que moi, j'avais eu une conversation un jour avec un consultant et je trouvais que c'était une remarque très juste qui disait, mais les valeurs, elles n'ont pas à être décrétées, elles se Mhm. vivent et c'est plutôt de faire émerger quelles sont les valeurs qui nous rassemblent. Donc nous, on n'a pas fait cette démarche-là à l'époque, c'est des valeurs qu'on a proposées, mais je pense que c'était nécessaire aussi Oui. d'avoir eu une vision d'un management nouveau qui était porté par un directeur général. Et Mhm. puis le mariage s'est très bien fait avec la communauté managériale de Mutued. Donc, c'était en même temps un message très fort du DG et effectivement, ça a Tout à suivi. fait. Très Mm. bien. J'aime bien aussi cet aspect des libertés. Donc, liberté de chaque manager d'expérimenter des nouvelles choses. Donc, peut-être qu'ils ont entendu parler d'une nouvelle pratique, ils la mettent en place et ils partagent après. Cette liberté, est-ce qu'elle a été naturelle? Parce que des fois, on sait qu'on dit vous avez la possibilité de faire ce qui vous plaît en quelque sorte. Les gens n'osent pas. Et je sais, vous m'avez dit en préparant cet entretien que 2021, si je ne me trompe pas, c'est l'année du courage managérial. Donc, est-ce qu'il fallait, vous vous êtes rendu compte qu'il faut travailler un peu cet aspect-là pour qu'il puisse aller plus loin et se sentir vraiment libre? C'était pas tellement, les 2 n'étaient pas vraiment liés. Alors, je vais d'abord répondre à votre première question. Je dirais que bien sûr, on a eu des réactions différentes, c'est-à-dire que très vite, on a des managers de manière très spontanée qui étaient complètement emballés, Naturellement? qui sont entrés dans la démarche, d'autres qui étaient peut-être plus observateurs ou attentistes. Mais on a quand même senti à ce démarrage de cette nouvelle vision début 2017 une envie très forte de la communauté des managers de proximité, particulièrement, qui sont souvent, qui ont une moyenne d'âge plutôt autour de 30-35 ans, une Mmh. envie très forte en fait d'entrer dans cette proposition. Donc je dirais que cette zone de liberté, elle a été investie finalement assez facilement. Sachant que je pense que leurs responsables de pôle, c'est-à-dire les niveaux directeurs, ont eu l'intelligence d'adopter eux aussi assez rapidement la culture de l'échange et de la confrontation avec leur manager de proximité et de pouvoir écouter, dire oui parfois, dire non aussi à d'autres reprises. Mmh. Ils ont été aidés, ces responsables de service, parce que en 2018, l'une des thématiques, c'était la posture coach en tant que Oui, manager. C'est-à-dire que bien sûr. dans une posture d'humilité, je m'efface. On ne peut pas le faire sur tout. Hein. Il y a aussi Mmh. le manager, il est aussi là parfois pour guider, pour décider, pour recadrer. Voilà. Trancher, oui. Mais voilà. Mais il y a aussi en complément cette posture de je me mets en retrait et je t'aide juste, toi, que tu sois manager de proximité ou collaborateur, je t'accompagne dans les questions que tu te poses pour toi-même trouver des réponses et y aller. Voilà. Et cette liberté d'expérimentation, elle a fait partie Mmh. de cette posture-là, où des managers de proximité, dans leur petit pôle, tester des choses. Voilà. Pourquoi on a décidé de proposer la thématique du courage managérial? En fait, je pense que c'est parce qu'on les trouve très courageux. On les trouve très Ah! courageux, nos managers, ouais, vraiment. Je pense que c'est l'inverse. Et au quotidien, comme on a en interne cette culture de la confrontation, de la franchise, Oui. et surtout, je l'ai dit, de la délégation. Mmh. On essaie de faire monter en compétence nos managers sur tous les sujets du management, dont les situations difficiles.
Mmh. Voilà, je donne un exemple qui parlera à tous les RH. Lorsqu'il y a un entretien de licenciement à faire, ça se fait avec une personne des ressources humaines, mais la majeure partie du temps, c'est le premier manager de proximité qui va venir faire l'entretien. Bien Voilà. sûr. Mmh. Parce que ça fait partie de la responsabilité de la relation managériale. Je suis là pour t'accompagner, te dire les trucs positifs, mais aussi pour te dire les choses lorsqu'elles sont moins faciles à vivre. Et pour nous, la thématique du courage managérial, c'est justement de leur dire on est derrière vous, on vous accompagne dans les situations difficiles Mmh. et on est là, oui, pour vous aider à dire les choses franchement à vos collaborateurs parce qu'on pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis aussi pour faire du feedback inversé. Il faut être Mmh. courageux en tant que manager. Là, on est en train d'être sur un pilote de 360. C'est moi Oui. qui vais être le premier cobaye. Et ça demande du courage Oh oui. en tant que manager d'avoir un retour de ses équipes. Voilà. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, à l'époque, je me rappelle très bien, j'avais une équipe de 4 personnes et on a instauré justement des entretiens mensuels où en fait je donnais du feedback et mon équipe me donnait du feedback. Et je me rappelle que j'étais un peu déroutée les 2 premières fois parce que bien sûr, je prenais les feedbacks de mes équipes. Il y avait des choses en fait, je n'avais même pas vues que ça aurait pu provoquer une frustration. Donc, je recevais ce feedback. Je trouvais ça, au début, ça gêne un peu. On est un peu étonné. Mais je trouvais en fait qu'on a pu aller beaucoup plus loin avec l'équipe vu que je le savais et que j'ai pu en Ah fait oui. rectifier les tirs. Alors effectivement au début c'est un peu douloureux, je pense que ça surprend un peu, mais à long terme on peut vraiment faire des choses merveilleuses. Mais très bien. Et juste, je reviens parce que je trouve très bonne cette idée de nommer chaque année l'année du courage managérial. Il y avait une autre, c'était l'année du management en 2000, je crois 18, on m'avait dit. Donc chaque année il y a une thématique, c'est bien ça qui est choisi On par. essaye. Bon, 2020 était une année un peu blanche parce qu'on s'est fait complètement dépasser par C'était l'année le du Covid. Covid. Voilà. Voilà, mais finalement, je dirais que l'année 2020, ça a été l'année du télétravail. On en reparlera Oui, probablement. oui. Donc cette année, c'est l'année du courage et du feedback. Et puis, on va changer de directeur général après l'été. Donc, je pense qu'on réécrira une nouvelle aventure avec Page. le nouveau directeur général qui s'inscrira, bien sûr, j'en doute pas, dans la continuité, mais qui aura aussi, lui, sa vision à apporter voilà, et ses messages à faire passer. Très bien. Moi, ce qui m'a intéressé aussi dans votre approche, c'est le travail vraiment approfondi sur la communication régulière, sur ce que vous faites au niveau des ressources humaines. Je dirais même digne d'un département de communication. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourtant, on n'a pas beaucoup de moyens. Je pense C'est que les notre, résultats qui comptent. je pense que notre responsable communication serait la première à dire qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Oui, alors en fait, c'est parti du constat, de différents constats. D'une part, que Mutuette, c'est une entreprise qui existe depuis 40 ans cette année, qui est une entreprise d'une très grande richesse, qui n'a pas attendu une nouvelle DRH ou un nouveau directeur général pour faire des choses extraordinaires, avec une cohésion d'équipe, avec déjà de l'inventivité et des qualités professionnelles très importantes, mais qui n'étaient pas mises en visibilité, peu en interne. Parce que notamment il y avait cette organisation en silo, donc on ne savait pas très bien ce que faisaient les autres, les projets, etc. Et quasiment pas en externe. Il n'y avait pas de communication ni interne ni externe, ni on n'était pas présent sur les réseaux sociaux. Donc notre objectif, c'était déjà de mettre en avant toute cette identité mutuelle qui a une grande valeur, mais Oui, aussi comme on entrait dans cette période de chantier, de modernisation, de transformation, et ben de le faire savoir. Voilà, on c'est une avait très envie que ça bonne se idée, sache. Mais bien oui, sûr. tout à fait. Donc, on a finalement aujourd'hui, on a un poste de responsable communication interne-externe. On s'est appuyé très vite sur une agence de com parce que le travail de social manager, c'est une charge de travail importante. Donc, on est toujours accompagné par une agence qui nous aide aussi sur la mise en image de notre communication. Et je dirais que depuis qu'on a cette dynamique, donc très régulière, des postes en interne comme en externe plusieurs fois par semaine, parfois sur des postes courts, pas forcément longs, mais qui mettent en avant ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que c'est d'être à Mutuaide, les témoignages de nos salariés, de nos clients, de nos partenaires. Moi, je trouve que ça a apporté énormément d'engagement en fait, et de fierté de nos collaborateurs qui sont très heureux en fait qu'on puisse mettre en lumière toutes nos réalisations. Oui, bien sûr. Et je sais, il y a quelques années, je crois que c'était McKinsey qui a fait une étude sur la communication, sur les transformations dans les entreprises.
Et là où on voyait vraiment une fierté des collaborateurs, c'était dans les entreprises où il y avait une forte communication sur ce qu'on fait dans la transformation. Et les gens Hein. pouvaient ne pas vraiment participer dans le projet de transformation, mais ils voyaient en fait juste les informations passer, ils les lisaient, ils étaient juste super fiers. Donc Absolument. c'est une âme Et incroyable. voilà, on va pouvoir aller plus loin puisque depuis un mois, nous avons migré dans une nouvelle suite Microsoft qui va nous permettre d'avoir un intranet un peu rénové sous SharePoint. D'une part, donc avoir du partage en interne facilité. Et d'autre part, en 2020, on souhaitait lancer un programme ambassadeur sur les réseaux sociaux pour nos collaborateurs qui, du coup, va être lancé en 2021 pour les collaborateurs volontaires qui ont envie voilà, de partager les informations et D'écrire, oui. contribuer. Oui, tout à fait. Super. Donc maintenant, cette transformation managériale, elle a commencé il y a quoi, 4 ans, plus ou moins. Donc si vous prenez un peu de distance, vous regardez maintenant Mutued, qu'est-ce que ça a provoqué chez Mutued? Quel changement vous voyez après ces quelques années? Moi, j'y ai vu une vraie libération des énergies. Et énergie, pour moi, c'est enthousiasme, implication très forte avec des personnes qui sont vraiment extrêmement engagées dans ce qu'ils font, avec enthousiasme. Ça veut dire aussi avec de la joie, en fait. Voilà. Et du plaisir de travailler ensemble. Et moi, l'événement qui a été le plus marquant pour moi, avec une prise de conscience incroyable, ça a été donc, je l'évoquais tout à l'heure, le séminaire de management de janvier 2020. On avait travaillé avec un cabinet, donc Alternego, qui travaille sur le dialogue social en entreprise, sur un jeu de rôle. On avait nos 80 managers qui étaient là, on avait fait un jeu de rôle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Donc, il y avait un peu un script qui était prévu, voilà. Et en fait, la communauté managériale, les managers de proximité ont complètement disrupté le jeu. Ils sont partis dans un truc qui n'était absolument pas prévu. Ils ont créé un espèce de truc autour d'une danse. Et on a vécu ce moment-là dans la salle de séminaire où ils étaient tous en train de faire une danse en faisant des lettres ensemble pour former le mot mutued. Voilà. Donc l'exercice était parti un peu complètement en live et en même temps avec Alternego qui est constitué de sociologues, on était sur le côté, on regardait ça, on se disait waouh. Et ça, c'était de l'empowerment. Et Oui, moi, je savais que 4 ans avant, ce ne serait pas arrivé. bien sûr. Voilà. Et là, ils se sont autorisés à faire ça. Permis. Voilà, permis, mais parce qu'on avait justement apporté tout le terreau pour qu'il y ait cette permission. Et cette disruption, c'était une disruption extrêmement constructive, positive, et qui se faisait dans la joie, je pourrais même dire l'allégresse. Ça a été un moment extraordinaire pour tout le monde. Et ce jour-là, moi, je me suis dit, waouh, on a fait tout ça en 4 ans, on y est arrivé. Et j'ai dit ça à mon Bien DG, je lui ai sûr. dit, on y est arrivé. Voilà. Bien sûr, une grande fierté, bien Mm. entendu. J'ai vu dans un de vos articles, d'ailleurs, je recommande à tous d'aller voir vos articles sur LinkedIn, donc Emmanuel Nav sur LinkedIn. Dans un de vos articles, vous avez dit que c'est un peu les gens, justement, avec cette libération, pour eux, c'était, oui, on peut tout se permettre des nouveautés, de nouvelles choses. On a les clés du camion. Et j'ai beaucoup aimé cette expression, parce que souvent, je me dis maintenant, dans ces nouvelles situations de transformation où on va un peu vers l'inconnu, souvent, alors les clés du camion d'un côté, et souvent, moi, je les compare aussi à un bus. Donc, en fait, on s'est dit, qui veut monter dans ces bus de changement où on va faire des choses différemment, et on va vers une nouvelle destination. Et c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est toute la force d'un directeur général qui apporte une vision, mais qui lâche sur la manière d'y arriver. Alors, ça Oui. ne veut pas dire notre directeur général a toujours été extrêmement présent au quotidien, mais il ne se trompe pas d'endroit. C'est-à-dire, voilà, il donne le cap. Et c'était Oui. même une locomotive pour nous. Il a réalisé beaucoup de choses, notamment sur le développement à l'externe de Mutued. Mais après, en interne, il disait, allez-y et je vous explique la vision. Mais je vous fais confiance sur le fait que vous avez compris et que vous allez y arriver. Voilà. Et c'est vraiment, et c'était cette manager Cécile qui avait utilisé cette expression. Waouh, il nous a donné les clés du Clés du camion. Et c'est vrai camion. que c'était très fort parce qu'il y avait cette notion de confiance et aussi cette notion de responsabilité. Voilà. Oui, bien Et pour sûr. moi, les deux vont ensemble, hein, la liberté et la responsabilité. Si je suis libre de faire quelque chose, ça veut dire que j'ai la responsabilité de faire les choses avec qualité, tel que ça peut être attendu. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que vous parlez de la confiance dans ces contextes-là et on vient de passer quand même une année
mutation et transformation, parce qu'effectivement, on travaille chacun chez soi. Il y a cette question de confiance dans les équipes qui se pose. Il y a énormément d'entreprises, quand on regarde c'est quoi les enjeux de 2021 pour les entreprises, aussi côté RH, c'est le travail sur la confiance. Et en quelque sorte, tout ce travail que vous avez fait depuis quelques années, ça vous a aidé en fait, j'imagine, à vivre cette période de Covid de manière un peu plus sereine. Qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce que les équipes, du coup, les managers Oui, étaient prêts? oui, absolument. Alors, on n'était pas du tout près d'un point de vue informatique. Ah! Ça, on avait à peu près 20% de nos salariés qui étaient équipés en télétravail, au mois de mars 2020. Moi, ça faisait 1 an que j'avais ces échanges avec mon DSI en lui disant, tu sais, ce serait bien qu'on s'oriente quand même un jour vers que tout le monde soit full équipé pour qu'on puisse développer le télétravail. Il me disait, oui, 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 mais pas tout de suite, dans 1 an, dans 2 ans. Bon. Et là, il a été obligé de le faire en 1 mois. Donc, je le remercie et tout le monde l'a remercié parce qu'il a été extrêmement agile et en 1 mois, toute l'entreprise était équipée de solutions pour pouvoir bien assurer ses missions en télétravail. Mais c'est vrai que culturellement, on était prêts. Avec les managers, on était prêts. Et finalement, très vite, l'organisation du travail, la réalisation des missions s'est bien faite. Et notamment, on s'est rendu compte que ce qui avait été très profitable, c'était d'avoir défini avant nos rituels managériaux. Et que nos Oui. rituels managériaux, ils étaient complètement transposables au télétravail. Donc, on les a continués. On s'est appuyé sur les rituels managériaux pour maintenir le lien avec les collaborateurs au quotidien pendant le confinement. Et puis, assez rapidement, on a partagé des bonnes pratiques. Toutes les 15 jours, il y avait une petite fiche bonne pratique managériale qui était partagée. On a aussi proposé à ceux qui souhaitaient une formation sur le management à distance avec Green Working. Voilà, mais c'est vrai qu'on était prêts et c'était effectivement le bénéfice de ces 3 années de travaux sur la confiance. Après, bon, c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde. Ça nous demande de lâcher prise. Et puis, il ne faut pas se tromper. La confiance, ce n'est pas arrêter d'accompagner ou arrêter de contrôler ou arrêter de demander du reporting. Voilà, on peut continuer d'être exigeant. Et j'en ai parlé avec d'autres personnes récemment dans le cadre d'un livre blanc sur la bienveillance qui sortira bientôt, de cette nécessaire articulation entre la bienveillance, on peut dire ici la confiance, mais aussi l'exigence et la performance. Voilà, les deux vont ensemble. Oui. Discipline, parce que bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre. Oui. Tout à fait. Donc, l'année 2021, on a dit, c'est l'année du courage managérial, mais je crois qu'il y a aussi un autre sujet qui va arriver, dont vous allez vous occuper, c'est l'expérience collaborateur. C'est bien ça? Absolument. Comment vous allez vous prendre? Alors, il faut savoir que ce projet pour nous, le projet de refonte de l'expérience collaborateur, il se fait en parallèle d'un projet assez important au sein de Mutuaide qui s'appelle le projet 360, qui est un projet de refonte justement du parcours client. Voilà, mais qui va toucher à nos outils, nos process, même nos systèmes d'information. Donc, c'est d'aller encore un pas plus loin que ce qu'on avait fait, qui touche aussi à nos offres, etc. Et là encore, c'est une des visions portées par notre directeur général et par le comité de direction. C'est celle bien connue de la symétrie des attentions, que c'est difficile de demander à un collaborateur que vous maltraitez, entre guillemets, au quotidien, d'être bien traitant avec le client. Voilà. C'est l'effet miroir. C'est l'effet miroir, c'est une évidence. Voilà. Bon, je pense que à Mutuaide, on a une politique RH, une politique managériale d'accompagnement plutôt fondée sur la bienveillance pour nos collaborateurs. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin, notamment dans le service client RH. Traditionnellement, les équipes RH, on a plutôt une habitude de fonctionnement comme une administration. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On fournit des services, mais à notre rythme, et on n'est pas un service client. C'est pas comme ça qu'on se voit dans notre métier. Voilà. Or, je pense qu'il y a une attente de plus en plus forte de la part de nos collaborateurs d'avoir un traitement dans leur expérience de collaborateur d'aussi bonne qualité que l'expérience qu'ils peuvent faire en tant que clients. Bien sûr. Donc, la manière dont on va s'y prendre, moi, j'ai souhaité ne pas être accompagnée par un cabinet spécialisé dans les ressources humaines, mais d'être accompagnée par un cabinet spécialisé justement dans le service client, l'excellence client, plutôt sur des approches marketing. Et d'ailleurs, les approches marketing, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui dans les démarches RH.
Bien sûr. Voilà. C'est un projet de moyen-long terme, c'est-à-dire que ça s'inscrit pour moi au moins sur 2 ans, 2021-2022. L'année 2021 étant l'année de la structuration du parcours, Oui. de définir les moments Clé. d'expérience, les moments Mhm. clés, voilà, de nos clients internes qui sont les salariés, candidats salariés, et ensuite, par chantier, de travailler sur ces moments-là, bien sûr, dans une cohérence globale. Donc, ce projet va démarrer au mois d'avril avec un premier kick-off pour mon équipe, mais pas seulement, puisqu'on y intègre bien évidemment tous les autres services seront représentés d'une manière ou d'une autre, et à commencer par nos clients internes, les salariés. Et pour moi, il y a une vraie acculturation de l'équipe RH pour transformer leur manière de faire avec cette notion d'excellence de service client. Et ce que j'espère leur faire passer comme message, c'est que je dis elles parce qu'il y a surtout des filles dans mon service, mais des femmes dans mon service, on en retirera principalement de la satisfaction. Voilà, apporter de la satisfaction client, je pense que c'est extrêmement gratifiant pour son métier au quotidien. Bien sûr. Et je pense que la transformation des RH, c'est aussi un très, très beau sujet. Et c'est pour ça, ce podcast, il s'appelle RH de demain. Alors, pour vous, c'est quoi les RH de demain? Vous avez, je pense, donné déjà une partie de la réponse parce que RH, souvent, on dit souvent, c'est un centre de coût. On imagine des process aussi pour contrôler en quelque sorte les salariés, aussi pour leur offrir des formations, des outils, etc. Et traditionnellement, RH sont un peu dans cette posture de top-down. On vous donne des choses, vous pouvez les utiliser et c'est point. Point, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup de RH comme service provider, donc voilà, la fonction qui va donner des outils, qui va vous aider à travailler d'une autre manière. En fait, donner tout ce qu'on peut donner pour que les employés ils soient épanouis et qu'ils travaillent bien. Oui, et peut-être d'ailleurs que l'étape d'après, comme vous le dites, aujourd'hui, on est dans une proposition d'offre globale. Voilà, il y a un panier, c'est à toi de piocher dedans. Peut-être que on ira demain vers de l'individualisation en fait de la proposition RH. Voilà, ça c'est un premier point. Après, moi je pense qu'il y a peut-être 2 sujets qui vont beaucoup impacter nos métiers dans les prochaines années. Le premier, mais on le voit déjà, c'est la montée en puissance de tout ce que moi j'appelle la part féminine de l'entreprise. Et c'est un concept qui est cher à un de mes amis, Emmanuel Franz Mercadal, que vous connaissez également, voilà, qui définit l'entreprise comme une entité vivante, globale, qui a comme chacun d'entre nous, hommes et femmes, une part féminine et une part masculine. Et c'est vrai que ces dernières décennies, c'est particulièrement la partie masculine de l'entreprise qui s'est exprimée avec justement l'organisation, les process, la rentabilité. Et aujourd'hui, on voit émerger cette part féminine de l'entreprise avec justement la bienveillance, l'intuition, la coopération. Et dans cette mouvance-là, pour moi, il y a le sujet de l'émergence de l'expression des émotions dans l'entreprise qui commence à émerger, déjà comme étant une expression autorisée. Une fois qu'elle est autorisée, c'est comment je fais pour gérer mes émotions et de prendre conscience que exprimer ses émotions dans l'entreprise, bon, toute mesure gardée bien évidemment, hein, mais dans les relations collectives ou individuelles, ça ne peut apporter que du plus parce que ça apporte du lien en fait. Voilà, bien quand sûr. Je fais part à un collègue de ce que je ressens ou en collectif, ça crée du lien de manière plus forte. Donc ça, c'est le premier sujet pour moi. Le second qui arrive, à mon avis, très fortement, mais qui est aussi dans cette mouvance du féminin pour moi, c'est celui de la RSE, de l'engagement sociétal de l'entreprise. On l'a vu avec la loi Pacte, la réaffirmation de la raison d'être. Et je pense que les entreprises vont être maintenant, finalement, là aussi en tant qu'entité vivante, organisme vivant, dans des questions existentielles. Maintenant, jusqu'ici, pour les entreprises, c'était OK, je sais ce que je dois faire, c'est gagner de l'argent. Et maintenant, la question, c'est OK, je gagne de l'argent, mais au fait, pourquoi? Voilà. D'où viens-je? Où suis-je? Que fais-je sur cette terre? Comment est-ce que je contribue en fait à la société, moi, entreprise? C'est quoi mon propos? C'est quoi ma raison d'être? Voilà. Donc, je pense que c'est très réjouissant que les entreprises s'inscrivent dans cette définition-là. Je pense que nous, RH, on y contribuera beaucoup dans cette définition et mise en œuvre des raisons d'être. Après, il ne faut pas se tromper. Je pense que individuellement, je pense que c'est à chaque salarié de définir quel est son propre sens au travail.
Bien sûr. L'entreprise donne le sens de l'entreprise, de l'action collective. La Et direction. après, c'est au salarié de définir s'il s'inscrit dans ce sens ou s'il a un autre sens individuel de sa vie et de son travail. Voilà. Bien sûr. Je vais citer quelques phrases qui viennent de vous. Je les ai trouvées dans un de vos articles que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le pragmatisme. Alors, je cite. Notre métier, donc RH, c'est d'abord de traiter de la charge de travail, organisation du temps de travail, l'absentéisme, turnover, risque de santé, etc. Des conflits au travail, dans un seul but, réconcilier peut-être des intérêts qui pourraient paraître opposés, ceux de l'entreprise, du client, du salarié, en recherchant toujours le respect des personnes. Je vois des Chief Happiness Officers s'engager courageusement dans la résolution de tout ce qui est difficile en entreprise, en se formant au RPS, prévention, la méditation, au coaching professionnel. Ils deviendront des personnes ressources précieuses pour les DRH et les salariés. Je trouvais ce passage-là extrêmement intéressant parce que souvent quand on parle DRH de demain, on parle de la confiance, liberté, il y a plein de sujets bien sûr qui sont un peu, on va dire, à la mode. Donc j'aime bien ce pragmatisme de dire bien sûr, on est là pour traiter la charge de travail, l'organisation, etc. Mais vous mentionnez aussi ces nouveaux profils qui vont être extrêmement intéressants dans les équipes DRH, donc les médiateurs, les coachs. Est-ce que vous voyez d'autres profils, d'autres compétences qui vont être très intéressantes dans les années à venir? Je ne saurais pas les définir, mais je pense que c'est effectivement toutes les compétences qui tournent autour de la gestion de la relation. Voilà. Et effectivement, nous, DRH en ce moment, et moi la première, on adore parler de ce qui est positif et ce qu'on fait, voilà, la confiance, la bienveillance, etc. Mais au quotidien, c'est un métier qui n'est pas facile au quotidien. Il y a tous ces frottements du quotidien. Un salarié qui n'est pas content de son planning ou qui veut partir et nous, on ne veut pas. Ou, enfin, voilà, le quotidien, c'est fait de tous ces frottements-là. Ce n'est pas, encore une fois, un monde des bisounours. Et c'est ça qu'on doit gérer au quotidien. Et moi, je crois beaucoup, pour être dans des relations positives, j'aime pas ce terme de relations positives, mais des relations justes, peut-être, en entreprise, vraies, respectueuses avec le salarié. Je crois à la vérité. La vérité, c'est-à-dire dire les choses, être dans la confrontation bienveillante. Et ça, sincérité, oui. Ça demande, on en a parlé tout à l'heure, du courage. Et parfois, ça demande effectivement des compétences qui sont au-delà des compétences RH ou managériales, mais des compétences de psychologue, des compétences de médiateur, qui sont des professionnels de la relation et du conflit. Voilà. C'est pour ça que moi, effectivement, j'ai déjà rencontré des CHO qui allaient au-delà juste des actions QVT, petit déjeuner, anniversaire, etc., mais qui se formaient très sérieusement sur ces questions justement de la médiation, de l'accompagnement. Voilà. Pour être aussi dans les moments difficiles qui sont en fait tout notre quotidien. Parfait. Alors, Emmanuelle, d'habitude, pour finir ce podcast, je pose la question, donc est-ce que vous avez des livres à recommander? Mais là, je trouvais encore mieux, parce que j'ai découvert que vous avez coécrit un livre intitulé « J'arrête de râler au boulot ». Un challenge, si je ne me trompe pas, de 21 jours. Alors là, bien sûr, quand j'ai vu les titres, je m'ai dit, mais c'est super parce que c'est tellement d'actualité, surtout que, en France, on est un peu le champion pour râler, donc c'est un peu le sport national. Et surtout en période actuelle, je trouve qu'il y a très peu de conversations où on échappe à cette tentation de râler sur le confinement, déconfinement, reconfinement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, voilà, comment j'arrête de râler au boulot? Déjà, je voudrais quand même rendre hommage à ma co-auteure Christine Léviti, qui est une amie de longue date et qui a beaucoup écrit sur cette notion d'arrêter de râler. Elle a écrit d'autres livres aussi là-dessus. Elle a fait beaucoup de podcasts, beaucoup de ressources. Voilà, et j'embrasse vraiment Christine de loin parce qu'elle est aux États-Unis et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, bien sûr qu'il est possible d'arrêter de râler au boulot. Pourquoi? Parce que ce qu'on explique dans notre livre, c'est que arrêter de râler, ce n'est certainement pas et surtout pas arrêter de s'exprimer. Voilà, il faut continuer de militer, de s'engager pour que les choses changent et justement arrêter de râler. Pourquoi? Parce que quand on arrête de râler, on se met en action. Quand on râle, on est dans notre posture de victime, on dit ah là j'en ai marre, etc. Mais on ne fait rien en fait, c'est très confortable, c'est la faute des autres, etc. Alors que arrêter de râler, c'est se dire ok, cette situation elle me satisfait pas, j'arrête de dire que c'est la faute des autres, que c'est pas cool, que c'est injuste, etc. Qu'est-ce que je peux y changer moi si ça me convient pas à ce point?
Voilà. Et ok, ben je m'engage, j'emmène des gens avec moi et j'essaie de faire changer les choses. Voilà. Alors moi je continue de râler, hein, mais je sais, ça m'arrive, Donc, c'est quand mais même beaucoup moins qu'avant. Ouais, après ça dépend de l'intention et de la manière dont vous le faites. Voilà, il y a aussi cette question de bienveillance, de médisance, voilà, et j'essaie d'être attentive à ça aussi. Et après, dans la situation actuelle, effectivement, où on en a tous marre, hein, de la situation actuelle, et au niveau professionnel, on a tellement envie de se retrouver, d'être sur site, d'être ensemble. On attend tous ça vraiment de manière très forte. Et en même temps, moi, ces derniers temps, quand j'avais des amis ou des collègues au téléphone, on se disait comment ça va? Oh, il y en a marre. Ouais, mais en même temps, ça va. Voilà, c'est pas grave. Et je pense que quand on a la chance, comme moi, comme en France d'une manière générale, on a plutôt un niveau de vie élevé avec une protection salariale et sociale élevée. C'est pas le cas partout. Moi, j'ai pas été touchée personnellement par le Covid. Il ne se passe rien de grave, par exemple, pour mon emploi dans cette période-là. Et je pense que nous devons, aux personnes pour qui la situation est vraiment catastrophique, dramatique, nous devons de reconnaître que notre vie aujourd'hui, malgré cet empêchement du confinement, eh bien, tout va bien. On leur doit ça, de reconnaître en fait ce qui est positif dans notre vie. Voilà. C'est une très, très belle conclusion de ce podcast. Un grand merci, Emmanuel, pour votre temps. Avec grand plaisir. Et à bientôt. Merci. À bientôt.